Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. De nos jours, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés depuis de nombreuses années à des crises majeures qui ont nom guerre civile, conflits internes et internationaux, troubles intérieurs graves, coups d'État militaires et constitutionnels sanglants, contestations électorales violentes, clivages identitaires, etc. Ces instabilités ont fait le lit de violations massives des droits de l'homme dans la plupart des cas. Les exemples récents des guerres au Mali, en République de Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Tchad, au Soudan du Sud, ainsi que les crises électorales violentes en Guinée et au Kenya illustrent éloquemment l'ampleur de ces tragédies dans le continent noir. Après une évocation de ces instabilités chroniques, cet ouvrage analyse dans une première partie la physionomie des violations des droits fondamentaux respectifs des femmes, des enfants, des personnes déplacées, ainsi que ceux des combattants et des autres acteurs comme les journalistes et les défenseurs des droits humains. Cette présentation met au demeurant en exergue les implications juridiques des violations, ainsi que les instruments juridiques de protection internationale qui les concernent. Dans la deuxième partie est abordée la problématique des solutions théoriques et pratiques mises en œuvre par la communauté internationale, ONU, CEDEAO, UA, États tiers, etc. Le constat posé est qu'une internationalisation systématique des questions de protection des droits de l'homme est en train de s'imposer comme une donnée incontournable des relations internationales. Cette nouvelle donne entraîne comme conséquence une atténuation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, au nom de la responsabilité de protéger. Cette dernière notion a de plus en plus droit de cité dans le concert des nations, et au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la société civile internationale, émergente. La dimension pratique des solutions pour la protection des droits humains est aussi abordée et étudiée à travers l'analyse des mutations des missions de maintien de la paix, qui intègrent de plus en plus la problématique des droits humains dans leur mandat, d'une part, et à travers le développement fulgurant de la justice pénale internationale, d'autre part. En effet, la mise en place des juridictions pénales internationales, TPI Rwanda, TSNU Sierra Leone, CPI, ainsi que la pleine application des principes de la compétence universelle ont largement contribué à la lutte contre l'impunité des acteurs de violations les plus graves. Pour mieux compléter ces solutions institutionnelles, une certaine forme de justice transitionnelle, comme les commissions de vérité et de réconciliation et les tribunaux populaires Gakaka, initiés à la suite du génocide au Rwanda, est aussi en train d'émerger avec l'onction de la communauté internationale. Chapitre préliminaire. Il est de notoriété publique que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents où les droits de l'homme sont foulés aux pieds dans la plupart des États, et où les règles d'accès au pouvoir, même démocratiquement définies, ne sont trop souvent pas respectées. Des dirigeants cherchent plutôt à se maintenir au pouvoir, et les décisions sont souvent prises à l'encontre de la volonté des peuples. Ainsi les institutions en Afrique sont liberticides et suicidaires, selon certains. C'est donc une évidence que de dire que les conflits et les situations d'instabilité sont la négation même des droits de l'homme. Aussi conviendrons-nous avec Erdusset que sans paix, les droits ne seraient plus que théorie, sans droit la paix ne serait plus que tromperie, et que le respect des droits de l'homme est l'un des fondements de la paix, comme la paix est une des conditions les plus propices au respect des droits de l'homme. Les pertes de vie humaines et les atteintes diverses à l'intégrité physique et corporelle, ainsi que les déplacements de populations à l'intérieur ou en dehors de leur pays d'origine, sont les conséquences les plus visibles des conflits armés, des guerres civiles et des situations d'instabilité diverses qu'abrite, si souvent, le continent africain. Dès lors, il est urgent de créer un cadre apaisé, sécurisé et démocratique qui puisse assurer le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives. Sans paix, toute œuvre pour s'engager dans la voie du développement est illusoire. Ainsi, cet ouvrage cherche à analyser et à comprendre les interactions du diptyque instabilité-violation des droits de l'homme. Dans ce chapitre préliminaire, nous présenterons successivement l'intérêt du sujet, la méthodologie retenue, les délimitations d'espace, de temps et d'objets, 3. Et enfin nous définirons les concepts clés, 4. 1. Intérêt du sujet.
C'est une évidence que de dire que les violations des droits de l'homme sont exacerbées pendant les conflits armés, et de façon plus générale, pendant les périodes d'instabilité. Pourtant, ces événements surviennent sur le continent africain avec une fréquence jamais égalée ailleurs. Dans ce contexte, une autre préoccupation aussi essentielle est la question du respect des droits humains, ainsi que celle de l'implication des chercheurs et des universitaires africains dans les choix majeurs qui influencent et déterminent le devenir du continent. Très souvent, les hommes politiques et de façon globale, les tenants du pouvoir, qu'ils soient démocratiquement élus ou pas, font la pluie et le beau temps à coups de rencontres bilatérales ou multilatérales, de conférences au sommet, de réunions, etc., sans que les problèmes cruciaux ne soient résolus. Les chercheurs africains n'ont donc trop souvent pas leur mot à dire en dehors de leurs amphithéâtres. Pire, le fruit de leurs recherches n'est pour la plupart du temps pas pris en compte dans les décisions politiques et dans les processus de fonctionnement des États et des organisations régionales. Ce constat est hélas toujours d'actualité. Les gouvernements africains ne prennent souvent pas la peine de solliciter les chercheurs du continent pour éclairer leurs décisions. Malgré tout, ces derniers ont aussi la responsabilité de mener la réflexion et de publier sur des questions cruciales de l'heure et qui déchirent l'Afrique noire. La latitude ne doit pas non plus être laissée aux seuls chercheurs extérieurs au continent, occidentaux pour la plupart, pour disserter sur le devenir des citoyens africains. Le choix de l'Afrique comme thème de l'étude s'inscrit dans ce commun désir des intellectuels africains de balayer devant leurs portes, avec tout le recul et toute la rigueur scientifique qui conviennent. Cette Afrique noire qui, malgré toutes les critiques à son égard, regroupe pourtant des chercheurs et des universitaires très lucides et critiques sur les maux dont souffre le continent. 2. La méthodologie. Nous évoquerons successivement la méthodologie retenue pour recueillir la documentation et pour la relation des faits de violation des droits humains. Sur la documentation, il nous a fallu d'abord faire le point de la littérature, au demeurant très abondante, sur la question. La problématique des droits de l'homme constitue un sujet transversal car elle embrasse aussi bien le noyau dur des droits fondamentaux que les droits économiques et sociaux, les libertés collectives et individuelles, les droits à la santé, à un environnement sain, etc. Un gouvernement qui ne fournit pas suffisamment d'efforts pour sortir ses administrés de la misère et de la pauvreté, porte atteinte au droit au développement par exemple. Il existe donc énormément d'ouvrages, d'articles et de travaux de recherche sur le sujet. Il nous a fallu faire une bibliographie très sélective, notamment pour donner la priorité aux chercheurs africains eux-mêmes, sans toutefois négliger les chercheurs étrangers au continent qui font autorité dans les disciplines relatives à la protection des droits de l'homme. Au demeurant, cette protection suppose une connaissance approfondie des faits de violation observés et dont il faut faire une large publicité. D'où le parti que nous avons pris de relater en abondance des éléments de fait, qui peuvent par moments donner l'impression de relever de l'anecdote. Concernant la relation des faits, il a été nécessaire aussi de voir concrètement ce qui se passe sur le terrain, dans le sens de la protection des droits de l'homme par les acteurs internationaux. L'intitulé même de la thèse implique cette démarche pratique. Il s'agit de confronter le droit, conventions, résolutions, lois nationales, etc., aux faits et événements concrets, non seulement pour mieux diagnostiquer des faiblesses du droit, mais aussi pour sonder des pistes de réflexion afin d'améliorer l'applicabilité pratique du droit des droits de l'homme dans les situations de crise. En outre, le côté pragmatique présente l'avantage d'être plus accessible aux acteurs de terrain. Nous pensons notamment aux militaires sur les théâtres d'opérations de maintien de la paix, aux militants et défenseurs des droits de l'homme, aux hommes politiques, etc., qui sont directement concernés par la problématique. S'agissant des militaires, au-delà de leur mission de maintien de la paix, qui est en elle-même une opération de protection des droits de l'homme, ils assurent aussi la sécurité des acteurs civils de cette protection, protègent eux-mêmes les populations victimes de violations, et enfin dénoncent celles-ci quand elles se produisent. Ils sont les premiers témoins s'ils ne sont pas les auteurs de violations. Car et c'est là une autre raison très importante qui justifie cette approche pratique, il arrive souvent que les violations elles-mêmes soient le fait des militaires et de forces de sécurité, qu'ils soient du côté des forces régulières, des forces dites rebelles ou irrégulières, ou des forces de maintien de la paix elles-mêmes. Toutefois,
une justification théorique de la protection est abordée dans cette étude. Cette dernière procède en effet, dans sa deuxième partie, à un examen approfondi des réponses apportées au défi des violations massives, et tente d'apporter des éclairages en suggérant notamment une approche préventive pour atténuer ces atteintes dans l'avenir. À ce titre, des approches sont faites pour une meilleure vulgarisation du droit des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment auprès des forces détentrices des armes. Des réflexions sont aussi faites autour de la rédaction des mandats des forces de maintien de la paix, pour non seulement faciliter leur applicabilité pratique, mais aussi pour augmenter leur efficacité. En effet, il a été tenu compte des remarques et des griefs et critiques d'officiers militaires et de commandants de forces sur les mandats qui sont émis par les organisations internationales civiles, même s'ils peuvent être associés à sa rédaction. Au total, une approche pédagogique sera faite pour donner, dans les réponses, des éléments d'appréciation aptes à améliorer la vulgarisation et l'enseignement des droits de l'homme, notamment auprès des forces armées et de sécurité, mais aussi auprès des forces rebelles irrégulières. L'approche préventive est aussi un prolongement naturel de l'approche pédagogique, car l'une implique l'autre. Une bonne vulgarisation du droit des droits de l'homme et du droit international humanitaire participe d'une meilleure connaissance de ceux-ci, ce qui contribue à une meilleure prévention des violations. Le caractère massif ou non des violations importe peu. Une violation de droits fondamentaux est une violation tout court. Peu importe le nombre de victimes. Il suffit qu'un seul individu soit violé, mutilé ou tué pour que le fait soit suffisamment grave et susceptible d'être dénoncé. Les violations ne sont donc pas insérées dans des limites tenant au nombre plus ou moins important de victimes. En revanche, il a fallu faire une délimitation stricte quant à l'espace, au temps et à l'objet de l'étude. 3. Les délimitations du sujet. Il s'agit de préciser les délimitations dans l'espace, dans le temps et de l'objet de l'étude. 1. La délimitation dans l'espace. Le continent africain est très vaste, et d'aucuns utiliseront volontiers l'expression « les Afriques », tant il est vrai qu'il regroupe des cultures et des civilisations aussi variées et diverses que différenciées. Toutefois, force est de constater que les pays d'Afrique noire, à quelques exceptions près, partagent des mots tels que les conflits, une histoire coloniale, la pauvreté d'une grande frange de la population, les violations massives des droits de l'homme, la mauvaise gouvernance, etc. Aussi, la délimitation spatiale sera-t-elle circonscrite à l'Afrique noire subsaharienne à titre principal. Toutefois, tenter d'analyser de façon exhaustive les violations des droits de l'homme à l'échelle de tout le continent peut paraître une aventure ambitieuse qui, par conséquent, comporte le risque d'aborder de façon superficielle les problèmes. Aussi nous a-t-il semblé plus judicieux de faire un focus prioritairement sur la sous-région ouest africaine et la sous-région de l'Afrique centrale. Le maintien du terme Afrique, dans l'intitulé est fait surtout pour nous permettre de ne pas passer sous silence des événements graves et qui méritent toutes les recherches et toute l'attention des chercheurs et décideurs africains comme le cas de la Somalie ou du génocide rwandais, ou plus récemment les troubles et instabilités politiques graves en Tunisie, en Libye et en Égypte, en Afrique du Nord. Au surplus, une meilleure connaissance empirique des crises en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'une relative facilité à accéder à une documentation conséquente sur cette région justifie ce traitement privilégié. Il est à noter enfin que la rapidité de l'évolution des événements et des crises dans le continent préfigure des difficultés certaines à circonscrire cette étude dans le temps. 2. La délimitation dans le temps. À vrai dire, toutes les violations contemporaines, du moins celles survenues dans la deuxième partie du XXe siècle et dans le début du XXIe siècle, ne pourront pas être examinées dans le cadre de cette étude, car elles sont d'un nombre infini. Il a fallu ainsi faire un tri sélectif en abordant les événements les plus récents, et qui ne font pas forcément la une des médias. Au demeurant, c'est la nature même des violations qui commande une analyse à chaud, pour, dans l'immédiat, explorer les pistes pour rechercher les voies et les moyens d'une cessation immédiate et de la traduction des coupables devant la justice pénale. En effet, la problématique de la violation des droits humains ne peut se payer le luxe d'être analysée dans le long terme, même si cette analyse se fait dans le cadre d'une recherche universitaire. Aussi cette analyse s'apparente-t-elle par moments à un travail de journaliste, qui relate beaucoup de faits et d'événements ponctuels,
et dans un passé plus ou moins récent. Prenant ce pari, elle vise modestement dans le sillage de beaucoup d'intellectuels africains cités, à entraîner une réflexion en profondeur pour amener l'opinion à chercher la cessation immédiate de violations des droits humains dès le début de leur exécution, et mieux, à chercher à les prévenir. Ainsi, en s'invitant plus souvent dans l'analyse de faits actuels, sans doute les universitaires contribueront-ils à éviter l'amnésie sur les atrocités sitôt les images chocs des journaux télévisés du soir passé. 3. La délimitation de l'objet. La délimitation sur la portée des violations. De notre point de vue, et bien que nous utilisons très fréquemment la notion de violation massive, nous considérons qu'une violation est une violation et a, quelle qu'elle soit, un même niveau de gravité. Une violation est toujours suffisamment grave, en tout cas, pour être dénoncée et pour faire l'objet d'études de ses tenants et aboutissants, afin d'empêcher sa répétition. Les violations massives renvoient donc soit au nombre de victimes, soit au caractère répétitif plutôt qu'à une notion de gravité intrinsèque. Elles expriment donc aussi bien les atteintes contre l'intégrité physique et corporelle que les atteintes contre les libertés individuelles ou collectives et aussi contre les droits au travail, contre les droits à la santé, à un environnement sain, etc. Des faits liés à des expériences, à des guerres et à des instabilités sont relatés abondamment sur certains théâtres comme le Rwanda, le Soudan, la Somalie ou la rez-de-chaussée, qui ont été privilégiés par rapport à d'autres. Le choix est délibéré, car dans ces zones, les violations ont été massives, innombrables et continuent malgré le recul à heurter la conscience humaine. Les médias et les journalistes ont fini de faire leur travail sur la narration des faits, sur la description de ce qui s'est passé. Ce qui reste à faire, c'est de prendre le recul du chercheur pour comprendre et expliquer les phénomènes et partant à tirer les leçons pour l'avenir. La délimitation sur les situations de crise. Par situation de crise, nous entendons toute période de conflit armé, basse, moyenne ou haute intensité, entre nations ou entre un État et ses ressortissants rebelles, ainsi que toutes les situations d'instabilité et de troubles à l'intérieur d'un pays. Par conflit, on entend les conflits armés internationaux ou pas, ainsi que tous les autres affrontements armés non définis de façon conventionnelle. Toutes ces notions sur les conflits et troubles internes seront élucidées au fur et à mesure qu'elles seront abordées dans les développements. Toutefois, une définition des termes de l'intitulé du sujet s'impose d'ores et déjà. 4. Définition des concepts de l'intitulé du sujet. 1. Définition de l'expression « droit applicable aux situations de crise ». La notion de situation de crise. Un État dans une situation de crise est soit un État en conflit armé, soit un État en situation de troubles intérieurs graves. Il convient de noter la définition du protocole au traité révisé de la CEDEAO du 10 décembre 1999, protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, du maintien de la paix et de la sécurité, qui stipule dans sa partie réservée aux définitions, dernier alinéa, Q'. Il faut entendre par État membre en crise, un État membre confronté à un conflit armé, mais aussi tout État membre se heurtant à des problèmes graves et persistants, ou se trouvant plongé dans une situation de tension extrême pouvant entraîner des risques importants de désastres humanitaires ou les menaces à la paix et à la sécurité dans la sous-région, ou tout État membre dans lequel interviendra un renversement d'un régime démocratiquement élu. Au-delà de la protection d'un régime démocratiquement élu, une attention doit aussi être accordée à la protection des citoyens, notamment dans le cadre des contestations politiques ou des joutes électorales. Au demeurant, la situation de crise est une composante des situations d'exception caractéristiques des situations globales de rupture de la stabilité sociale et de la paix. Selon E. David, la situation d'exception n'est pas une notion juridique, c'est-à-dire une notion à la fois saisie et définie par un texte légal, et elle se caractérise par une rupture grave d'équilibre entre des groupes humains, rupture qui entraîne des contradictions internes ou internationales sous forme de tensions internes, d'actes sporadiques ou continus de violence, de terrorisme, d'émeutes, de troubles intérieurs, de guerres civiles ou internationales. Ainsi définies, il s'agit de situations dans lesquelles les droits fondamentaux, mis à mal, doivent être protégés. Dans les cas non constitutifs de conflits armés,
Les États aménagent des règles d'exception et notamment en instaurant l'état de siège ou l'état d'urgence selon des modalités fixées par la loi. Dans les cas de conflits armés internes ou internationaux, le droit international humanitaire a vocation à s'appliquer. Les règles du droit international humanitaire régissent deux types de situations. Le premier type concerne les situations d'affrontement où les individus sont exposés aux effets directs des hostilités. Le droit qui s'applique est dit droit de La Haye, qui concerne notamment les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 qui fixent des règles à la guerre et à la conduite des opérations. Le second type est relatif aux situations consécutives à des affrontements où des individus rendus vulnérables se retrouvent sous le pouvoir de la partie adverse ou exposés aux effets directs des hostilités. Population civile, naufragés, blessés ou prisonniers de guerre. Il s'agit du droit dit de Genève. La Haye et Genève sont les villes où ont été respectivement élaborées ces règles. Cette distinction ne correspond évidemment plus à une réalité géographique aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, le droit applicable aux situations d'exception repose fondamentalement sur le DIH et sur des principes généraux de droit humanitaire tels que reconnus par les États civilisés et la conscience universelle. La notion de droit applicable aux situations de crise. Prioritairement, le droit international humanitaire est plus applicable à ces situations car elles impliquent souvent la suspension de certaines règles du droit des droits de l'homme dans les circonstances graves. Il s'agit alors de mettre en œuvre le droit des conflits armés tel que défini par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, par le statut de Rome ainsi que tous les instruments de protection spécifiques. Dans ce corpus juridique, l'article 3 commun aux conventions de Genève mérite d'être mentionné pour son caractère de généralité, de permanence et de pertinence dans la protection intrinsèque des droits de l'homme sans qu'il y ait besoin d'opérer des classifications de lieux, de temps ou de circonstances. Il stipule en effet que en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes. 1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées en toute humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibées en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus. A. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices. B. Les prises d'otages. C. Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants. D. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendues par un tribunal régulièrement constitué, assorties des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2. Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses services aux parties en conflit. Les parties au conflit s'efforceront d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit. Pour notre part, nous estimons aussi que quelles que soient les circonstances, les droits de l'homme sont intangibles et impératifs. Et que même la guerre a des limites, pour reprendre un slogan du CICR bien connu. Elle ne doit en effet pas être l'occasion de non-droit. 2. L'expression « le droit à l'épreuve des faits ». Nous avons dans cette étude entrepris de faire l'exégèse et l'étude des textes juridiques existants ou à venir en les mettant en rapport avec les faits. Le droit international humanitaire et le droit de la protection des droits de l'homme, de façon générale, sont assez complets de notre point de vue. Seulement là où le bât blesse, c'est bien l'applicabilité, voire l'application concrète dans les réalités de conflits et troubles en Afrique. Car faut-il le rappeler, les conventions de Genève sont les conventions les plus ratifiées au monde, et sans doute les plus connues par l'opinion publique internationale. Pourtant, il n'est pas exagéré de dire aussi qu'elles sont sans doute parmi les conventions les plus violées, et certainement en Afrique plus qu'ailleurs. Dès lors,
Il s'agit de mettre les droits de l'homme et le droit international humanitaire en perspective avec les réalités concrètes et les faits vécus par les personnes protégées. Il s'agit aussi de sonder des pistes de réflexion pour améliorer leur diffusion, en partant d'une meilleure connaissance des violations. 3. Pourquoi la notion de situation de crise ? Même si l'on constate que les droits de la personne doivent être respectés en tout temps, les situations de troubles internes sont aussi violatrices des droits de l'homme que les conflits classiques. Néanmoins, des dérogations, qui du reste sont encadrées juridiquement, sont possibles pour les besoins de survie de la nation. Aucune dérogation n'est en revanche permise en ce qui concerne le noyau dur des droits de l'homme. Au demeurant, les opérations de police restent en tout temps réglementées par les standards des droits de la personne applicables aux opérations de police contre les civils. Elles ne doivent jamais être conduites de la même manière que les hostilités contre des combattants dans des opérations de guerre. Pourtant, si l'on examine bien comment le maintien de l'ordre est mené en Afrique, il est loisible de constater qu'il y a encore beaucoup d'efforts à accomplir de la part des États. En République de Côte d'Ivoire ou au Kenya par exemple, l'on a vu des policiers en service de maintien de l'ordre avec armes et munitions, les équipements de police, les grenades lacrymogènes et autres armes non létales faisant sans doute défaut. Peut-être est-ce la faute des États si les forces de sécurité effectuent les opérations de maintien de l'ordre sous-équipées et sans autre moyen de riposte que celui de tirer en l'air, ce qui signifie en réalité effectuer des tirs au hasard, susceptibles de tuer des manifestants désarmés. Au-delà de l'équipement, l'État doit assurer aux forces de sécurité une formation solide, car il faut des compétences particulières en termes de maîtrise, de sang-froid, de gestion des foules, etc., pour mener les opérations de maintien de l'ordre sans bavure. La protection des droits dans toutes les situations d'exception est donc loin d'être acquise dans tous les cas sur le continent. 4. Le concept de protection internationale des droits de l'homme. Par protection internationale, nous entendons toutes les garanties conventionnelles et non conventionnelles, judiciaires et non judiciaires prises au niveau régional, continental et ou universel. Les garanties d'origine non conventionnelle sont celles liées à l'existence d'une coutume internationale, d'une part, et celles découlant de l'action des organisations et d'institutions internationales, d'autre part. Les protections et garanties mises en œuvre par voie conventionnelle sont la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, les pactes de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels et tous les autres instruments conventionnels pris à l'échelle régionale ou continentale, et qui offrent des protections spécifiques ou générales de la personne humaine. En revanche, les garanties judiciaires sont toutes celles mises en œuvre par les juridictions pénales internationales. La protection non judiciaire est celle envisagée dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est le cas des commissions Vérité-Réconciliation, ou dans celui de la justice traditionnelle, c'est le cas des tribunaux dits Gacaca, mis en place au Rwanda après le génocide de 1994. Tout en étant des modes de protection a priori internes, il n'en demeure pas moins qu'ils ont bénéficié d'une certaine onction internationale pour être reconnus comme tels. Pourquoi protection internationale des droits humains ? C'est pour n'envisager dans le cadre de l'étude que les textes et instruments juridiques internationaux, c'est-à-dire à l'échelon d'une région, du continent ou de l'ONU. Certes, en matière de protection, les États disposent d'une législation interne et incorporent les dispositions des instruments internationaux dans celle-ci. Au demeurant, vouloir intégrer le droit interne ou le prendre en compte systématiquement serait fastidieux et poserait à coup sûr un problème de méthode. En outre, sur le plan des mesures envisagées, la protection internationale s'accommode mal d'initiatives unilatérales, quelle que soit la bonne volonté, la bonne foi et les moyens économiques et militaires du pays intéressé. Car une protection efficace et surtout soucieuse du respect de la légalité internationale ne peut se concevoir que dans ce cadre-là. La question de la protection des droits humains échappe de plus en plus au domaine réservé des États, et toute la problématique autour des notions de droit d'ingérence et de devoir d'ingérence qui seront analysées en est une parfaite illustration. Ces garanties seront passées au crible dans leur application et dans leur mise en œuvre effective sur le terrain, soit par les acteurs étatiques, les belligérants dans un conflit armé,
soit par les protagonistes quelconques dans des situations d'instabilités internes, manifestants, grévistes, groupes rebelles armés, concepteurs et auteurs de coups d'État, etc. Aussi l'analyse du contexte particulier de conflits et d'instabilité générateurs de violations des droits humains sera-t-elle faite dans la première partie de l'étude. La seconde partie tentera d'analyser et de discuter les réponses apportées aux défis des violations des droits fondamentaux, consécutifs aux instabilités et aux conflits armés. En effet, le contexte particulier de conflits et d'instabilité générateurs de violations des droits de l'homme, première partie, est caractérisé par une actualité très mouvante. L'histoire contemporaine du continent est caractérisée par la quasi-permanence des conflits armés internes, guerres de séparatisme, rébellions, ou internationaux, relativement aux contestations de frontières ou de transferts de conflits internes dans le pays voisin. En plus des conflits armés, des contestations et manifestations violentes jalonnent la vie des sociétés africaines. Les coups d'État civils et militaires sont en plus autant d'atteintes à l'ordre constitutionnel, qui montrent que l'ère des putschs entraînant des violations de droits humains n'est pas encore révolue. Face à ces conflits et crises politiques, la communauté internationale donne des réponses qu'il convient d'analyser. Les réponses aux défis des violations des droits de l'homme, deuxième partie, par l'ONU, par les organisations régionales africaines, UA, CEDEAO, CEMAC, etc., et par les États, sont appréciées selon leur efficacité et selon les résultats obtenus dans la promotion de la sécurité humaine. La notion de responsabilité de protéger acquiert ici toute son importance, notamment pour faire admettre petit à petit la notion de droit d'ingérence par les États. Car il s'agit là d'une pleine consécration de l'internationalisation des questions relatives à la protection des droits de l'homme. Dès lors, cette étude s'articule autour de deux axes majeurs. Dans la première partie est analysé le contexte particulier de conflits et d'instabilité, générateur de violations des droits de l'homme en Afrique. La deuxième partie passe au crible les réponses aux défis des violations des droits de l'homme consécutives aux situations d'exception en Afrique. Première partie, le contexte particulier de conflits et d'instabilité générateur de violations des droits de l'homme en Afrique. Titre 1. L'instabilité endémique des États africains. L'instabilité endémique des États africains trouve des explications multiples et variées, tellement les facteurs et les manifestations de cette instabilité sont eux-mêmes très divers. Par instabilité, il faut entendre tous les conflits armés, qu'ils soient internes à un pays donné ou non, mais aussi toutes les situations de troubles intérieurs chroniques qui durent dans le temps et s'étalent dans l'espace. Dans une tentative de classification de ces situations de troubles extrêmes, on évoque pêle-mêle des expressions comme état fantôme, état fragilisé, état fonctionnel ou semi-fonctionnel, état défaillant ou fragile, état en faillite, état post-conflit, etc. La liste serait très longue à vouloir énumérer tous les vocables utilisés dans des publications de scientifiques ou de la presse ordinaire. La communauté internationale prend elle-même très au sérieux toutes ces instabilités, si l'on en juge par l'importance des moyens financiers, matériels et humains mis en œuvre pour juguler le phénomène de la violence sur le continent. Car assurément, il s'agit de situations toujours génératrices de violences extrêmes où les droits de l'homme sont fondamentalement bafoués et mis à mal. Les pays stables pris isolément en font aussi un grand sujet de préoccupation, non seulement pour la défense et la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le monde, mais aussi pour leur propre sécurité pris au sens large du terme, sécurité des approvisionnements en matières premières, sécurité aux frontières, protection des ressortissants, etc. Les facteurs explicatifs de ces situations sont donc multiples. Nous en retiendrons les principaux qui semblent de façon presque générale s'appliquer à l'ensemble du continent africain, à quelques exceptions près des pays dits stables. 1. Le défi mal relevé de l'héritage colonial. Il ne s'agit pas ici, comme c'est souvent le cas dans des études africaines, de faire le procès de la colonisation. Le passé esclavagiste puis colonial du continent est suffisamment douloureux pour que ce dernier se tourne résolument vers l'avenir et après en avoir tiré les leçons. Seulement, force est de souligner que la part du colonisateur est évidente dans cette détresse actuelle. Mais les avatars de la colonisation n'expliquent pas tout. Les élites africaines elles-mêmes ont leur part de responsabilité. Aussi,
Conviendrons-nous avec monsieur le professeur Joel Washington que la responsabilité est partagée entre deux camps, les anciennes puissances coloniales et l'élite africaine qui est souvent corrompue, égoïste et sans scrupules. Certes, les termes peuvent paraître sévères, cependant, quelques constats relevés par hasard sont édifiants. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, avec ses bidonvilles et les frustrations diverses des populations du delta du Niger, est le théâtre d'une guerre pour la réclamation d'un partage équitable des ressources. À cela s'ajoutent des affrontements interreligieux au nord entre musulmans et chrétiens, et aussi tous les problèmes liés à une mauvaise gouvernance supposée de l'élite du pays le plus peuplé du continent. La République de Côte d'Ivoire a basculé en 2002 dans la guerre civile à partir d'un banal concept conçu par les élites au pouvoir, qui n'ont pas vu venir les troubles qui secoueront le pays pendant plus d'une décennie maintenant. À l'est du continent, le Soudan dans le pays le plus vaste d'Afrique, deux conflits majeurs continuent aujourd'hui encore, et depuis plus d'une décennie aussi à préoccuper la communauté internationale, surtout par un cortège de malheurs des populations et par des violations récurrentes, graves et massives des droits de l'homme. On peut encore citer d'autres cas qui concernent la République centrafricaine, le Libéria, la Sierra Leone, la Somalie, le Mali, le Sénégal, etc. Les théâtres d'instabilité sont donc nombreux, éteints ou à moitié éteints, actuels ou à naître. Les conflits et instabilités sont aussi la conséquence de la circulation incontrôlée, non maîtrisée, voire anarchique des armes légères. 2. La circulation des armes légères et l'aggravation des conflits. C'est une évidence que les armes ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle majeur dans la commission de graves violations des droits de l'homme en tant qu'outil et instrument de la violation. Elles aggravent, intensifient et prolongent les conflits. La prolifération des armes encourage l'imposition d'une solution par la force plutôt qu'un règlement pacifique, et crée un cercle vicieux où un sentiment d'insécurité croissant conduit à une plus forte demande et une utilisation accrue des armes. Dans son rapport de mars 2007, la mission de haut niveau sur la situation des droits de l'homme au Darfour souligne que les armes continuent de circuler librement, les milices armées jusqu'aux dents continuent d'opérer impunément sur le territoire du Darfour, et que la fourniture d'armes par le gouvernement soudanais aux Janjaouis et autres milices constitue un des principaux facteurs favorisant les tensions et les violences entre groupes tribaux et communautés. Des efforts sont pourtant entrepris pour juguler la prolifération des armes légères et de petit calibre. La CEDEAO, par exemple, a adopté la Convention sur les armes légères et de petit calibre le 14 juin 2006 à Abuja, entrée en vigueur en 2010 après la 9e ratification par le Bénin. Or, cette convention, tendant à freiner l'armement des États et partant la prolifération des armes, semble poser plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il est évidemment prématuré d'en faire un bilan, mais en prenant l'exemple d'un pays comme le Sénégal, un bref sondage par nos soins a permis de noter des difficultés et des lenteurs dans le processus de réarmement et de modernisation de l'outil de défense. Il a été noté par exemple que la Convention de la CEDEAO sur le contrôle des armes légères prévoit des conditions draconiennes pour le réarmement des États, alors que les délinquants et groupes armés obtiennent des armes de plus en plus sophistiquées dans des circuits officieux, voire mafieux. En effet, des armes détenues par les groupes informels et non gouvernementaux proviennent pour la plupart de vols, de narcotrafic, de violations d'embargo, de violations d'engagement de destination, etc. Le procédé est souvent très simple. Les armes sont payées contre de la drogue, du bois, des pierres précieuses, du diamant ou même contre une chèvre. Il est vrai que les armes légères demeurent trop peu contrôlées en Afrique, de la part même des États d'abord. S'agissant de l'Afrique centrale, la Convention sur les armes légères et de petit calibre a été adoptée en avril 2010 seulement après tous les effets pervers entraînés par la guerre dans cette région. Cette convention dite de Kinshasa a été adoptée par 8 pays sur 11 que compte la CEMAC, et est entrée en vigueur le 20 novembre 2010. Le Burundi, la Guinée équatoriale et le Rwanda ne l'ont pas encore signée et il reste le problème de la lenteur des ratifications pour ceux qui l'ont déjà fait. Sans doute cet état de fait a-t-il amené les États africains à reprendre les choses en main de façon collective, pour éviter que les efforts des uns ne soient anéantis par le laxisme des autres. Car les armes qui se retrouvent entre les mains de groupes rebelles ou de délinquants proviennent souvent aussi, notamment dans les États en crise,
d'arsenaux gouvernementaux qui auront été attaqués auparavant ou alors dépouillés de façon insidieuse et continue dans le temps, faute d'un suivi comptable rigoureux et réglementé. La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, du 14 juin 2006, est du reste très ambitieuse et a suscité beaucoup d'espoir pour l'éradication de la violence génératrice de violations des droits de l'homme dans la sous-région. Seulement, la même volonté doit animer les États pour mieux structurer leurs armées et forces de sécurité en leur donnant les moyens de leur mission. La Convention de la CEDEAO, quoique d'application chaotique a priori, ce qui se comprend, vient seulement d'entrer en vigueur et n'a pas servi d'exemple à d'autres parties du continent. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le problème est tout aussi, sinon plus, aigu. En rez-de-chaussée par exemple, au Nord Kivu, les armes furent distribuées au moment de la conquête par Laurent Désiré Kabila sur une base ethnique. Aujourd'hui encore, elles sont gardées en brousse ou dans les maisons malgré tous les efforts de désarmement et de démobilisation entrepris par l'ONU et les ONG. En Somalie et au Soudan, la situation est encore pire, même si des pays stables profitent aussi de ce commerce ou servent de complices. On note ainsi que les liens entre la prolifération des armes légères et l'instabilité chronique sont évidents et très étroits. Il s'agit de phénomènes d'autant plus liés que les armées et les forces de sécurité elles-mêmes sont très mal équipées, voire désorganisées dans certains pays. 3. Le rôle des armées comme facteur de déstabilisation. La nécessaire mise aux normes des forces armées et de sécurité est une urgence, car au-delà de la résurgence des guerres et des conflits sur le continent, il convient non seulement de mener la réflexion, mais aussi d'opérer une réforme en profondeur pour certains États en crise du secteur de la sécurité de manière globale. La CEDEAO ne s'y est pas trompée qui, dans le protocole au traité révisé de la CEDEAO, sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance adoptées par le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Dakar le 21 décembre 2001, consacre en son chapitre 4, articles 19 à 24, un ensemble de dispositions sur le rôle des forces armées, de la police et des forces de sécurité dans une démocratie. C'est dire toute l'importance de la question sur la stabilité des États, en Afrique de l'Ouest comme ailleurs. En effet, comment concevoir qu'un délinquant armé ou un groupe rebelle puisse par des moyens illicites gagner 1 million de FCFA en une matinée, alors même que la force publique susceptible de les combattre n'a pas de carburant pour démarrer sa voiture? Cette boutade n'est pas aussi anodine qu'il y paraît, et constitue un constat assez récurrent. Elle pose tout simplement la nécessité de renforcer les États, la bonne gouvernance et les préoccupations sécuritaires. Car il faut le reconnaître, certaines armées africaines créent aux populations plus de problèmes qu'elles ne les protègent. Ainsi, du fait de ces armées nationales ou de bandes rebelles non étatiques, l'Afrique reste le continent dans lequel le nombre de conflits armés connaît une progression constante. Ces conflits d'origine ethnique, politique ou géostratégique, avec l'interaction d'ex-puissances colonisatrices ou de puissances régionales émergentes, ont de multiples causes mais génèrent des conséquences toujours semblables. Mouvements de réfugiés et de déplacés internes, utilisation de mercenaires, génocide et ou ethnicides, participation d'enfants soldats, famine, malnutrition, délabrement d'infrastructures économiques, corruption à grande échelle, déperdition croissante de valeurs culturelles et traditionnelles, etc. Selon le sombre, mais non moins réaliste, tableau brossé par le professeur Seydou Nourou Tall. Conséquemment, ici et là, on dénonce des violations massives des droits de l'homme. Ailleurs on déplore des coups d'État intempestifs ou des abus d'autorité d'un pouvoir en place qui s'évertue à ethniciser l'armée. C'est dire que beaucoup d'efforts restent à faire pour mettre les armées aux standards internationaux, pour la défense de l'intégrité territoriale et des populations civiles. À cet égard, le thème de la réforme du secteur des armées et de la sécurité est de plus en plus mis au goût du jour, grâce notamment à une forte implication des institutions et des ONG. Nous reviendrons largement sur cet aspect dans la deuxième partie de cette étude. On le voit donc, un héritage colonial douloureux et mal géré, la prolifération des armes légères et la mauvaise compréhension par les forces armées et de sécurité de leur rôle de protection ont conduit beaucoup de pays du continent dans des instabilités endémiques. Les facteurs de cette instabilité chapitre 1 et ses manifestations chapitre 2 seront analysés successivement.
Chapitre 1 – Les facteurs d'instabilité en Afrique. De nos jours, et en Afrique plus qu'ailleurs, les conflits et les instabilités internes sont la plupart du temps liés à des facteurs endogènes. Aussi conviendrons-nous avec le professeur Alioune Sall que les risques de guerre résultent de la faiblesse de l'État plus que des tentations He-accent-aigu-monie. C'est dire que l'intervention de nouveaux acteurs sur la scène internationale, terroristes, bandes armées, pirates, trafiquants de drogue, cartels, ainsi que l'apparition de nouvelles menaces, périls écologiques, violations des droits de l'homme, flux migratoires incontrôlés, etc., compliquent davantage les données du droit international classique. Même si la guerre reste illicite sur le plan international, les États faibles doivent relever le défi et faire face à ces nouvelles menaces pour ne pas sombrer dans l'instabilité, voire dans des situations comme celles qui existent en Somalie. En outre, les rivalités entre puissances occidentales et maintenant asiatiques, dont l'Afrique est encore le théâtre, risquent de maintenir encore pendant un certain temps le continent dans l'instabilité et d'entraîner de nouveaux drames. Les classifications qu'on peut faire des facteurs de déstabilisation sont très nombreuses. Ces facteurs étant donc très liés et interconnectés les uns aux autres, nous prenons le parti d'analyser successivement les facteurs géographiques section 1 et les facteurs sociopolitiques section 2 qui nous semblent être les plus déterminants. Section 1 – Les facteurs géographiques de l'instabilité. Les facteurs géographiques explicatifs des instabilités du continent tiennent d'abord à la lancinante question des frontières, par AGR 1, et ensuite à la problématique très aiguë et récurrente de l'exploitation et du partage des énormes richesses naturelles des sols et sous-sols africains, par AGR 2. Paragraphe 1 – Le tracé des frontières. Le continent a été le théâtre de toutes les convoitises dès le lendemain de la conférence de Berlin de 1885, qui consacrait alors son partage entre les puissances coloniales et l'occupation qui s'en sont ensuivies. Au moment des indépendances dans les années 60, les nouveaux États adoptèrent au sein de l'OIAD alors la fameuse règle de l'uti possidetis juris, dite de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Cette règle, adoptée pour prévenir les conflits, se révélera génératrice de multiples problèmes plusieurs décennies après son adoption. Ces problèmes tiennent aux délimitations approximatives A, aux contestations qui s'ensuivront plus tard, B, et à la perméabilité des frontières. A. Les délimitations arbitraires des frontières. Ces délimitations opérées par la colonisation n'ont pas tenu compte des réalités ethniques et culturelles sur le terrain. La période coloniale, de même que la décolonisation, ont été jalonnées de contentieux territoriaux qui se sont perpétués bien après les indépendances. L'occupation coloniale s'est faite au gré des intérêts de la puissance colonisatrice, et surtout en fonction de sa relative rapidité à conquérir des espaces. Dès qu'elles se sont entendues sur le principe que l'Afrique était terre vacante sans maître, ces puissances donc, parmi lesquelles la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, le roi des Belges, etc., s'engagèrent dans des expéditions exploratrices sur tout le continent. En 1914, la conquête était terminée et seuls le Libéria et l'Éthiopie restent indépendants. Ainsi, les frontières actuelles commençaient-elles à naître au gré des intérêts respectifs et des ententes que les puissances colonisatrices faisaient entre elles, sans prise de considération aucune des réalités intrinsèques des peuples colonisés. En effet, la conquête coloniale se fit au mépris des peuples colonisés en ignorant les desiderata de ces derniers. Le peuple bantou, dans son homogénéité culturelle et ethnique, fut par exemple partagé entre le Zaïre, le Gabon, le Congo, les Bamilékés entre le Cameroun et le Nigeria, etc. L'espace sénégambien fut partagé entre Français et Anglais. Pire, au sein même d'une même entité nationale, des clivages furent mis en place sur des critères ethniques a priori, mais à y regarder de plus près, ces critères servaient les intérêts du colonisateur. À titre d'exemple, notons les clivages créés entre Tutsi et Hutu au Rwanda et au Burundi par le colonisateur belge. Cette instrumentalisation des ethnies fera dire à des Hutus à l'encontre des Tutsis, sur la radio libre des Mille Collines, le 2 juillet 1994, « Ces gens sont des antéchrists, c'est une race de gens très mauvais. Je ne sais pas comment Dieu va nous aider à les exterminer, pour que nos petits-enfants n'entendent plus parler de ces cancres-là. » La suite est connue. Un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité,
du moins dans sa courte durée et au regard du nombre de victimes et aussi de son déroulement quasi spontané et brusque. À l'est du continent, l'on a noté une dénomination de pays aussi bizarre que territoire français des Afars et des Issa, qui deviendra Djibouti à l'indépendance. L'allusion aux ethnies pour désigner un pays n'est sans doute pas la meilleure façon de cultiver la cohésion nationale et une certaine homogénéité culturelle. Le Sénégal non plus n'a pas échappé à ces divisions artificielles, ses citoyens ayant été à un moment de l'histoire coloniale classés en citoyens français ressortissant des 4 communes Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, et les autres censés être des sujets français. Au final, les divisions ethniques préexistant peut-être à la colonisation ont sans doute été exacerbées par le colonisateur qui a surtout cherché à diviser pour régner. Toutes ces contradictions liées à l'établissement des frontières ne laisseront évidemment pas le continent indemne de contestations et de litiges. B. Les contentieux frontaliers. Ils sont aujourd'hui encore d'actualité et génèrent toujours des conflits et des instabilités. Ce qui a fait dire à M. Abdoulaye Baldé, alors ministre des Forces armées du Sénégal, que en Europe, les frontières sont des espaces de coopération. En Afrique, en revanche, elles sont des espaces de conflit. Il est avéré donc que les délimitations imprécises sont à l'origine de quelques conflits cités dans les exemples ci-après. 1. Quelques exemples de contentieux frontaliers. Sans être exhaustif, cet aspect conflictogène des frontières n'étant qu'une partie marginale dans le cadre de cette étude, nous énumérons, sans tenir compte de la chronologie ni de l'ampleur du problème sous-jacent, quelques exemples. Guerre entre le Mali et le Burkina Faso, conflit entre le Cameroun et le Nigeria, conflit Tchad-Libye relativement à la bande d'Aouzou. La guerre entre le Mali et le Burkina Faso, en décembre 1985, n'a duré que quelques jours faute de munitions de part et d'autre, disait-on à l'époque. Pourtant, elle fut déclenchée pour des raisons purement politiques. Le litige frontalier soumis à la Cour internationale de justice dès le 3 octobre 1983 n'était qu'un alibi, d'autant plus qu'il était latent depuis 1961. Les querelles entre les deux gouvernements tenaient à des déclarations de soupçons par le Burkina Faso de détournement de fonds de la CEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, d'alors, et aussi aux craintes formulées par le Mali de voir les Burkinabés exporter la révolution chez eux et renverser le pouvoir en place. Après les accusations de malversation financière, le Mali se retira aussitôt des discussions frontalières bilatérales menées conjointement à La Haye. Mais l'élément déclencheur des hostilités fut la déclaration fracassante du capitaine Sankara. Les autres peuples qui sont à nos frontières ont eux aussi besoin de révolution, je veux parler du Mali. La révolution du peuple burkinabé est à la disposition du peuple malien, qui en a besoin parce qu'elle seule lui permettra de lutter contre la faim, la soif, l'ignorance, et contre les forces de domination coloniale et impérialiste. Un tel discours, dans un contexte chargé de suspicions, de litiges frontaliers et de clivages politiques dans la sous-région, était perçu par l'état-major malien comme une déclaration de guerre. Il fut interprété comme une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et un appel direct au renversement du régime du président Moussa Traoré au profit d'un régime révolutionnaire. Ce qui fera noter qu'il n'est pas douteux que cette déclaration du capitaine Sankara ait donné la cadence vers la guerre. D'autant que 3 jours plus tard l'Assemblée nationale malienne fut convoquée en séance extraordinaire pour déclarer la guerre au Burkina Faso. Une fois encore, les puissances étrangères n'étaient pas loin dans le conflit entre Africains. Car, dans la même période, après le sommet France-Afrique, 10 jours avant le déclenchement de la guerre, la France venait de reprendre son aide militaire au Mali. Sans doute aussi, comptait-on un peu vite sur le sous-armement et le sous-équipement de l'armée burkinabé à l'époque. C'est ainsi que, sûr de sa victoire, le gouvernement malien ordonna l'ouverture des hostilités en ces termes. Le Mali n'a rien contre le peuple frère du Burkina Faso. Le bonheur de ce peuple est le bonheur du peuple malien, dont les sorts sont indiscutablement liés à des préoccupations d'ordre économique. Mais le malheur du peuple burkinabé est d'être dirigé actuellement par des irresponsables, inconscients et égarés. En effet, il n'y a pire inconscience de la part des dirigeants d'un pays confronté au sous-développement que d'exposer son peuple aux affres d'une guerre fratricide. Ce sera avec peine que le Mali,
contrairement à ses principes de bon voisinage, poursuivra les représailles aussi loin que les circonstances le lui imposeraient. Pourtant, le Burkina Faso avait entrepris des démarches secrètes et officielles pour éviter le conflit. Mieux, par arrêt du 10 janvier 1986, la Cour internationale de justice ordonnait comme mesure conservatoire le retrait des 2 forces armées de la zone contestée. Ces développements montrent éloquemment que les conflits dits frontaliers n'en sont pas toujours. Dans le cas d'espèce, la question de la revendication territoriale a bien vite été reléguée au second plan pour faire place à un conflit entre la réaction et la révolution, pour reprendre l'ironie teintée de cynisme du journal Le Monde. Sans doute surpris par cette tournure, le gouvernement burkinabé déclara « L'impérialisme international par le biais de ses enfants chéris à Bamako nous a imposé la guerre en attaquant notre population civile pacifique. La clique pourrie de Moussa Traoré, l'ennemi juré des peuples maliens et burkinabés, a ainsi exécuté un ordre donné par les maîtres impérialistes. Un conflit pour rien, dira-t-on, car le 22 décembre 1986 la Cour internationale de justice déterminera le tracé de la frontière, en se fondant sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, et sur l'équité comme méthode d'interprétation du droit. La zone contestée, de 3000 km², a été pratiquement divisée de moitié. Le conflit entre le Cameroun et le Nigeria à propos de la péninsule de Bakassi, territoire marécageux de 1000 km², peuplé de saisonniers, qui s'ouvre sur des eaux territoriales riches en pétrole et exploitées par le Cameroun. Le litige fut soumis à l'assize. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour mit un terme à une bataille judiciaire de 8 années et d'affrontements navals et d'escarmouches divers entre les 2 armées. Elle confirma l'appartenance de la presqu'île au Cameroun, en se fondant sur un accord anglo-allemand du 11 mars 1913 et sur l'inexistence de la presqu'île sur les cartes officielles du Nigeria jusqu'à la fin des années 70. La Cour reconnut également la souveraineté du Cameroun sur la région de Dark, occupée par le Nigeria dans la région du lac Tchad. Le conflit Tchad-Libye, relativement à la bande d'Aouzou. Par arrêt du 3 février 1994, la Cour internationale de justice, se fondant sur un traité franco-libyen de bon voisinage de 1955, dit que la bande d'Aouzou, 114 000 km², appartient au Tchad. Envahie et occupée par la Libye en 1973, cette dernière dut se retirer après 2 décennies de guerre. Le retrait fut supervisé alors par une équipe d'observateurs de l'ONU. La liste peut être plus longue. Car à y regarder de près, les incidents frontaliers font légion, sans même qu'une contestation sur le tracé en soit forcément à l'origine. Ainsi, les incidents entre le Sénégal et la Mauritanie en décembre 1989 ont dégénéré en guerre entre les 2 États avec déploiement de troupes à la frontière à partir des pogroms sur leurs ressortissants respectifs des 2 côtés des capitales Nouakchott et Dakar. D'ailleurs, un incident mineur aux frontières peut dégénérer et très vite être qualifié de conflit armé international. En effet, selon l'article 2 commun aux Conventions de Genève, on entend par conflit tout différent surgissant entre 2 ou plusieurs États et provoquant l'intervention des forces armées. Et là, il n'est pas fait état de la durée, ni même du caractère meurtrier ou pas de l'intervention. Heureusement que toutes les contestations frontalières ne se règlent pas par les armes. Quelques exemples méritent d'être soulignés. 2. Quelques exemples de solutions pacifiques. Il s'agit d'exemples à vulgariser pour servir de leçon à tous les protagonistes des conflits de frontières qui entraînent toujours leur lot de destruction et d'atteinte à l'intégrité physique des individus, qu'ils soient civils ou combattants. Aussi est-il intéressant de noter le cas de litige opposant le Bénin au Burkina Faso, déféré devant l'assize. Dans cette affaire, le tracé sur le fleuve Pendjari a été contesté à l'occasion d'un recensement par les militaires burkinabés dont l'administration a ouvert une école sur le site. Aujourd'hui encore, gendarmes et policiers des 2 pays y font des patrouilles mixtes. La solution de compromis devant l'assize entre le Burkina Faso et le Niger, en date du 21 juillet 2010, est aussi à saluer. Ces 2 pays ont par requête conjointe saisi la Cour pour lui demander de déterminer le tracé de la frontière dans une zone fixée. Il est surtout intéressant de noter l'article 10 du compromis qui stipule que,
En attendant l'arrêt de la Cour, les parties s'engagent à préserver la paix, la sécurité et la quiétude au sein des populations des deux États, en s'abstenant de tout acte d'incursion dans les zones litigieuses et en organisant des rencontres régulières des responsables administratifs et des services de sécurité. Le Bénin et le Niger ont aussi choisi la solution pacifique du compromis. Ils ont, par requête conjointe, saisi la CIJ le 15 juin 2001 pour régler un différend frontalier. Dans celle-ci, les parties prient la Cour de A. Déterminer le tracé de la frontière, dans le secteur du fleuve Niger, B. Préciser à quel État appartient chacune des îles du dit fleuve et en particulier l'île de l'Été, C. Déterminer le tracé de la frontière entre les deux États dans le secteur de la rivière Mékrou. Un autre exemple est, enfin, celui du Sénégal et de la Guinée-Bissau voisine, une contestation née entre les deux pays à propos de la délimitation de leurs frontières maritimes a été soumise à la procédure d'arbitrage international. La Guinée-Bissau, non satisfaite de la sentence arbitrale rendue le 31 juillet 1989, la contesta devant la Cour internationale de justice. Celle-ci, dans un arrêt du 12 novembre 1991, conclura à la validité de la sentence. À l'issue, une solution pacifique fut adoptée. À noter également l'esprit de dépassement du Sénégal et de la Guinée-Bissau à propos de la localisation d'un gisement de pétrole offshore. Malgré la sentence en faveur du Sénégal, ce dernier consentit par voie de convention à céder 15% des recettes tirées de l'exploitation à la partie adverse. Toutefois, l'exploitation n'a pas encore commencé pour des raisons liées au manque de rentabilité qui caractérise le gisement pour le moment. C'est dire qu'il existe des solutions pacifiques et juridiques, notamment devant la CIJ. Pour plus de détails sur ces affaires, voir le site internet de la Cour www.icj-cij.org, consulté le 10 avril 2012, sans que les États aient besoin de faire crépiter les armes. Au demeurant, tous les conflits ne proviennent pas de contestations liées au tracé des frontières. Souvent ce sont des conflits internes qui prennent des ramifications dans le territoire de l'État voisin. 3. Les répercussions de conflits internes dans les États voisins. L'instabilité dans un pays déteint très souvent sur le pays voisin, et peut même entraîner sa déstabilisation si ce dernier n'y prend pas garde. Outre le problème des réfugiés évoqué largement plus loin dans cette étude, un pays donné peut servir de base arrière à des groupes rebelles ou d'opposants armés et subversifs. Sénégal-Gambie et Sénégal-Guinée-Bissau. C'est le cas par exemple de la Guinée-Bissau et de la Gambie soupçonnées par le Sénégal d'accueillir des rebelles du mouvement des Forces démocratiques de Casamance, MFDC, sur leur sol. Inversement, la Gambie soupçonne le Sénégal d'abriter des opposants au régime en place soupçonnés eux-mêmes d'être les instigateurs d'une tentative de putsch. Le conflit casamancé lui-même se déplace en Guinée-Bissau, car les populations fuyant les combats partent s'y réfugier. Ainsi le délégué du CICR en Afrique de l'Ouest a-t-il déclaré que son organisation venait en aide à 6000 réfugiés à la mi-janvier 2010. Mali-Niger. À la frontière entre Mali et le Niger, le problème de la rébellion Touareg entre 1985 et 1990 aboutira à la création de mouvements de libération dont le plus important est le Front de libération de l'Aïr et de l'Azawad, FLA. Ce conflit, commencé au Niger d'abord, s'est étendu au Mali voisin suite à la fuite de rebelles présumés du Niger au Mali et à la réaction musclée de ce dernier. La guerre reprendra contre le Mali en mars 2012, suite au réarmement des groupes rebelles à partir de l'arsenal disloqué du colonel Kadhafi après sa chute. Le mouvement prendra le sigle de MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, et parviendra à conquérir de grandes villes du nord du pays comme Gao, Tombouctou et Kidal, et avec le concours intéressé de groupes islamistes terroristes et radicaux comme Al-Qaïda, le Moudjahou et AQMI. Tchad-Soudan et Tchad-Cameroun. Pour le cas du Tchad et du Soudan, chaque pays héberge des groupes rebelles pour déstabiliser l'autre. Les accords de paix et négociations entre les deux gouvernements des présidents Idriss Déby et Omar el-Béchir n'ont mené jusque-là à rien, sinon à calmer provisoirement les hostilités sur le terrain. Cette situation délétère est compliquée par la présence de millions de réfugiés soudanais qui ont fui la région du Darfour et sont venus trouver asile au Tchad, allant jusqu'à créer de sérieux problèmes politiques et sociaux dans ce dernier pays,
et aussi dans l'État voisin de la République centrafricaine. S'agissant du Cameroun, voisin du sud-ouest, 60 000 réfugiés tchadiens y ont trouvé asile suite à l'attaque des rebelles, venus du Soudan, dans la capitale N'Djamena en février 2008. La Somalie et ses voisins. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, HCR, la Somalie, victime de la guerre civile depuis 20 ans au moins, compte 1 400 000 déplacés internes et plus de 600 000 réfugiés dans les pays voisins comme le Kenya, le Yémen qui en compte à lui seul 150 000. La situation de ces réfugiés est un drame humain en soi, et risque à terme de compromettre le fragile équilibre des pays hôtes. Ce qui fait dire aux représentants du HCR dans la région que la situation au Yémen a atteint un point critique alors qu'en Somalie elle est désespérée. Le danger est que d'autres pays de la région ne subissent la pression, notamment le Kenya et le Yémen. Le Rwanda et le Zaïre rez-de-chaussée. En 1994, après le génocide, la victoire des Tutsis composant majoritairement le groupe rebelle du Front patriotique rwandais permet à ce dernier d'accéder au pouvoir. Cela provoque un afflux de réfugiés Hutus, craignant des représailles en territoire zaïrois d'alors. On évoquait alors 1 200 000 personnes réfugiées dans les camps de Goma et Bukavu tenus par les miliciens Interahamwe, Hutus responsables du génocide. Cette présence de réfugiés sur le sol du Zaïre d'alors jouera plus tard un rôle majeur dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs tout entière avec sa vague de violations massives des droits humains. Aujourd'hui encore d'ailleurs, un rapport de l'ONU fait état d'un génocide de ces groupes réfugiés eux-mêmes par des Tutsis sur le territoire zaïrois devenu la rez-de-chaussée. Ce à quoi le gouvernement rwandais avait réagi violemment, en menaçant même de retirer les troupes rwandaises présentes sur les théâtres de maintien de la paix. C'est dire que la question est loin de connaître son épilogue, d'autant que les conflits frontaliers trouvent aussi leur soubassement dans l'exploitation des ressources naturelles. Paragraphe 2. L'exploitation controversée des ressources naturelles. L'Afrique abriterait 30% des ressources minérales du monde, toutes matières confondues. Pour donner quelques détails, 90% du platine, 50% du diamant et 40% de l'or produit dans le monde y proviendraient. Le Niger, troisième producteur mondial d'uranium, est un pays pauvre très endetté, pour reprendre la terminologie de la Banque mondiale. Les exemples de ce genre peuvent être donnés à l'infini, tellement le continent, qualifié de scandale géologique par certains analystes, présente des paradoxes de cette nature. Le corollaire de l'existence de telles richesses est qu'elle entraîne des convoitises et des conflits armés. Le continent est utile, voire indispensable au monde. Il lui fournit du carburant car le sous-sol est riche en pétrole et beaucoup d'autres matières premières indispensables. Et pourtant les populations n'en profitent pas. Paradoxe qui a amené le président Abdoulaye Wade à affirmer « Je prie Dieu qu'il ne me donne pas de pétrole, car à chaque fois qu'il y en a, c'est le début des problèmes de conflit et d'instabilité. » Quelques années auparavant, feu l'ancien président tunisien Habib Bourguiba affirmait presque dans les mêmes termes que le pétrole aiguise les appétits et attire les convoitises étrangères. Que Dieu épargne la Tunisie d'une abondance de pétrole. Ces déclarations sont encore aujourd'hui d'actualité, car ces richesses font naître et prospérer des faiseurs de guerre africains, en même temps qu'elles attisent des rivalités entre les grandes puissances sur le sol continental. Les peuples autochtones n'ont souvent le choix qu'entre s'exiler ou prendre les armes. Par exemple, la mainmise du pétrole soudanais par la Chine exacerbe le conflit au Darfour. Au Tchad, le président Idriss Déby a unilatéralement rompu un accord avec le FMI pour consacrer une part des revenus du pétrole au profit du peuple et des investissements pour acheter des armes à la place. A. Le règne des faiseurs de guerre en Afrique. En Afrique de l'Ouest, les cas de la Sierra Leone et du Libéria. L'ancien président libérien Charles Taylor est aujourd'hui condamné par le TSNUSL, entre autres chefs d'accusation, ils sont 11, de pillage de ressources naturelles de la Sierra Leone. C'est dire toute l'ambiguïté de la problématique du rôle des ressources naturelles dans le déclenchement et la prolongation des guerres. En effet, il est reconnu coupable d'avoir aidé le ROUF à piller les diamants et autres ressources en échange d'armes, en utilisant son statut de chef d'État du Libéria voisin pour faciliter les transactions. Car là aussi, faut-il le souligner,
Les richesses naturelles servent également à acheter des armes pour alimenter les conflits. Les fournisseurs d'armes des circuits officieux attendent toujours d'être payés en numéraire ou en valeur, ou sur des comptes bancaires discrets. Le paiement se fait pour la plupart en diamants, par exemple en Afrique de l'Ouest, en bois ou en pierres précieuses, notamment en Asie, en pétrole ou en concessions minières, notamment en Angola, au Soudan et au Congo-Brazzaville. Le président Charles Taylor et les rebelles du RUF n'ont pas été les seuls à piller les ressources sierra-léonaises. Des acteurs inattendus comme les membres des troupes de maintien de la paix ont été tentés par les abus. En effet, des membres des troupes de maintien de la paix de l'ECOMOG furent discrédités en un moment donné du conflit libérien par des allégations de pillage et extraction illicite de pierres précieuses. Le même scénario a été remarqué en Afrique centrale. En Afrique centrale, les cas de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Sur la guerre aujourd'hui éteinte d'Angola, il convient juste de noter qu'après 3 décennies, le conflit ne prit fin qu'avec l'assassinat de Jonas Savimbi, alors président de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, alors soutenue par les États-Unis et l'Afrique du Sud. Si le conflit a duré autant d'années, c'est qu'au-delà des soutiens extérieurs, le président Dos Santos au pouvoir était alors soutenu par l'URSS et Cuba. Les protagonistes s'appuyaient aussi sur des trésors de guerre constitués à partir des ressources minières, pétrole, diamants, etc., dont regorge le sous-sol du pays. Le cas de l'Angola est aussi patent. Il s'agissait d'une guerre des riches, la pire de toutes. Le diamant alimentait les forces de Savimbi, tandis que le pétrole soutenait l'effort gouvernemental, qui va jusqu'à mettre en gage la production de pétrole des années à venir. Selon Human Rights Watch, entre 1993 et 1994, 3,5 milliards de dollars ont été consacrés par ce biais à l'achat d'armes et d'équipements militaires. La trop grande richesse de l'Angola a aussi fait son malheur. En République démocratique du Congo, des ressources permettent aujourd'hui encore de financer l'économie de guerre. Certains groupes rebelles, CNDP, FDLR et M23 par exemple, contrôlent des concessions entières exploitées par des firmes étrangères qui viennent atterrir sur des pistes en pleine brousse, prendre les minerais extraits et redécoller sans le moindre contrôle de l'État. Le problème du manque de contrôle étatique est tellement aigu que des observateurs, ironiques à souhait, affirment que certains officiers sont payés en gisements miniers en échange de la sécurité que leurs troupes fournissent aux exploitants irréguliers. Le président Kabila lui-même a décidé la suspension de toute exploitation au Kivu en 2010, sans dire comment faire respecter cette mesure. Signalons enfin que les membres des personnels militaires et civils de la MONUC recevaient, pour les mettre en garde contre le trafic des pierres précieuses, des modules spéciaux de formation sur l'illégalité de telles pratiques et les mesures pénales et administratives qui s'y rattachent. Ces formations étaient dispensées par les membres même de la police militaire de la mission. C'est dire que le risque est réel de voir ces personnels s'adonner à des trafics, dès l'instant que l'ONU prend le parti de les prévenir. Heureusement que depuis quelques années, les États acheteurs de diamants notamment deviennent de plus en plus conscients que ce minerai fait plus l'affaire des faiseurs de guerre que celle des peuples. Ainsi ont-ils initié le processus dit de Kimberley, pour empêcher que le diamant issu de la guerre ne soit mis sur le marché mondial. Les États des Grands Lacs ont aussi mis en place récemment un système de certification et de contrôle des exportations minières, pour éviter qu'elles ne soient le monopole des bandes criminelles. Reste maintenant à juger tous ces dispositifs à l'épreuve des faits. Car si ce ne sont pas les faiseurs de guerre locaux qui font main basse sur les ressources, ces dernières font l'objet de convoitises de la part des puissances étrangères. B. Les convoitises des États tiers. Par État tiers, il faut entendre tous les États, africains ou non, qui s'ingèrent de façon concertée ou de façon irrégulière dans l'exploitation des richesses d'un autre pays. Cette approche permet de prendre en compte aussi bien les puissances étrangères que les États africains eux-mêmes, qui tentent d'étendre leur hégémonie sur le territoire du voisin mieux pourvu en ressources naturelles. Une fois de plus, l'exemple de la rez-de-chaussée est éloquent car il a été un moment envahi, le mot n'est pas trop fort, par ses voisins pour ses richesses. La déstabilisation de l'Est du pays est aussi due en partie à l'invasion par l'Ouganda et le Rwanda, principalement au début du conflit. Aujourd'hui, même si ces derniers se sont retirés,
La porosité des frontières fait que des bandes rebelles et armées y exploitent les richesses en toute illégalité avec la protection bienveillante d'une puissance voisine ou de puissances étrangères au continent. Il a d'ailleurs été établi par des enquêtes de l'ONU que le groupe rebelle ougandais de la LRA a prospéré grâce au trafic d'ivoire. Dire que des pays tiers, occidentaux et asiatiques, ont un intérêt à voir perdurer les guerres civiles et autres situations d'instabilité en Afrique nous semble à peine exagéré. Mais tous les pays n'ont pas les mêmes scrupules. Le professeur Joseph Kizerbo ne dit pas autre chose quand il écrit que l'attitude de certains pays occidentaux aujourd'hui est la même que celle des négriers du XVIe siècle qui voulaient la guerre entre les Africains, parce que la guerre leur fournissait les esclaves. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi cru que cela, mais c'est la même chose. Nous ajouterons que des pays asiatiques aussi s'intéressent maintenant aux richesses naturelles du continent. Sinon, comment expliquer l'attitude de complaisance de la Chine à l'égard du gouvernement soudanais soupçonné, mieux, attrait devant la Cour pénale internationale, de perpétrer encore des violations massives de droits de l'homme, au Darfour notamment. Assurément, les convoitises sur le pétrole soudanais ne sont pas très loin dans la réponse à cette question. La Chine donc, au risque de voir perdurer la guerre, ne se soucie que de ses contrats pétroliers avec le Soudan. Sur un autre registre, l'uranium nigérien explique sans doute la relative tolérance française à l'égard des coups d'État militaires successifs qui se sont produits au Niger ces dernières années. Les intérêts stratégiques des pays ne sont d'ailleurs pas les seuls ressorts de cet interventionnisme. Il convient de signaler que des organismes financiers, qui ont une influence certaine sur les décisions des gouvernements, notamment à travers leur capacité à influer sur les cours des produits en bourse, accorde aussi une importance particulière à l'exploitation des ressources naturelles du continent. Ne serait-ce que du point de vue des activités qu'elles génèrent, l'exploitation du pétrole fait intervenir par exemple toute une armée de professionnels, à savoir c'est dire toute l'économie souterraine de Potvin, entretenue par les richesses minières africaines. Dans le domaine agricole aussi, le continent dispose d'énormes potentialités. L'abondance des matières premières comme le thé, le café, le cacao, l'ananas, la canne à sucre, etc., a fait dire à un observateur anonyme que l'Afrique a une économie de petit déjeuner. Le propos peut paraître anodin, voire ironique, mais à l'analyse, il s'agit d'une chance car la quasi-totalité de l'humanité utilise au moins l'un de ces produits au repas du matin. C'est dire tout l'avantage à produire des matières qui trouveront des débouchés certains, pourvu seulement qu'elles soient gérées dans l'intérêt bien compris des producteurs. Car toute la question est de savoir si vraiment les peuples africains profitent de toutes les richesses du continent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.